Béchard, après cette période d'apprentissage à l'école des sous-officiers d'active, à Bénimessous, sur les hauts d'Alger, direction Colomb-Béchard, par train jusqu'à Oran et Oran-Périgueux-Béchard avec la Rafale. Ainsi 6 nous attendaient, direction la portion centrale. C'est ainsi que se nommait la caserne des transmissions de la première CST. Nous sommes restés moins d'un mois, le temps nécessaire de se familiariser avec notre nouveau matériel de transmission et réception de grande puissance. Tindouf. Provisoirement, Tindouf pendant un mois et pour finir, Tinfouchi pour 9 mois. Je ne manquerai pas de parler de ce voyage en quelques mots. Béchard-Tindouf en jeep, sur la banquette arrière en compagnie de mon copain François Criado. Tout ce voyage accroché à la barre support de bâche et à la vitesse maxi. KO à l'arrivée. Sur le trajet, étape à Tabelbala pour quelques heures et de nouveau en piste au lever du jour, arrivé à Tindouf en fin d'après-midi. Tinfouchi. Après un mois d'essai, nous avons rejoint notre affectation de radio. Pour Criado et moi-même, nous partirons pour Tinfouchi et le Fort Fouché. Pour notre ami Jean, qui avait été affecté à un peloton Méhari, il a été assassiné, ainsi que l'officier commandant et l'adjoint, par les membres de la Méhari. Souvenir de ce poste pas tout à fait comme les autres, totalement isolé de quelques rares camions civils qui se dirigeaient vers le Niger, un vrai paysage lunaire. Un bordj de taille moyenne occupé par 3 radios, un officier, capitaine, des affaires indigènes et 4 harkis. Pas d'eau courante, seulement un puits situé à l'extérieur à environ 300 mètres en contrebas. L'eau de ce puits d'une profondeur de 4 à 5 mètres servait à abreuver les troupeaux de dromadaires. Cette eau, nous la buvions aussi. Pas d'électricité en dehors des vacations radio. Un peloton de l'infanterie de marine est venu s'installer en renfort pour quelque temps dans le Bordj. Après ce séjour, il a été remplacé par le 3e Bigla, transféré de Fumtatawin à Tindouf. La première compagnie est restée environ un mois à Tinfouchi, drôle de cohabitation. Il ne devait y avoir aucun contact avec les joyeux. En 1958, le fort Fouché de Tinfouchi a été transformé en camp disciplinaire et il a servi à la détention de militaires essentiellement des cas disciplinaires, des soldats du refus et des objecteurs de conscience.
suis relevé et rappelé à Béchar afin de retirer mon titre de permission de 45 jours. Arrivé à la première CST, on m'informe que cette perme était reportée et on m'attendait à Veniounif sans autre explication. Je sautais de joie. Heureusement, il y avait les copains, Lucas, Moya et ceux dont j'ai oublié les noms qui faisaient partie de l'équipe radio. B2 Namous, ma mission, assister une équipe de forage afin de trouver de l'eau à proximité de la base vie pour ne plus être approvisionné par camion terne. Je serai relevé au bout de 5 mois. Départ en permission. Le nouvel observateur numéro 1720 du jeudi 23 octobre 1997 exclusif. Jusqu'en 1978, 16 ans après l'indépendance, en 1962, les essais d'armes chimiques ont continué sur une base secrète de B2 Namous dans le Sahara. Pierre Messmer, ministre de la Défense entre 1960 et 1969, disait « Tous les pays avancés s'efforçaient alors de mettre au point des armes chimiques incapacitantes. » Révélation de taille quand on sait les rapports que la France a entretenus avec l'Algérie entre l'année 1962, date de l'indépendance, et 1978. Rapport tendu. En effet, le magazine Le Nouvel Observateur nous apprend cette semaine que pendant ces 16 années, la France a disposé en Algérie d'une base secrète qui lui permet d'expérimenter des armes chimiques. Hervé Bouzy. L'existence d'une autre base secrète, elle aussi, située à quelques centaines de kilomètres de là. Nom de code B2 Namous. En fait, le village de Beni Ouelif. 100 km de long sur 60 de large, spécialité, les essais d'armes chimiques. Les pays qui avaient une certaine évolution industrielle et scientifique s'efforçaient de mettre au point des types d'armes, et en particulier des armes incapacitantes, c'est-à-dire des armes qui, en quelque sorte, paralysent celui qui respire ou qui reçoit sur la peau le produit chimique en question. Alors pourquoi l'Algérie indépendante acceptait-elle des expérimentations sur son sol? Mais B2 Namous, c'est au Sahara. Et au Sahara, comme on le sait, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et les expérimentations de la France à B2 Namous ne gênaient pas du tout l'Algérie.
Au contraire, je dirais au contraire parce que ça apportait autour de Bédonamouche une certaine activité qui a disparu complètement quand nous avons fermé le centre. En fait, la base de Bédonamouche avait été prévue par une annexe secrète aux accords d'Évian en 62. Louis Job, ce que l'on voit ici sur des images très officielles, en fut l'un des grands artisans. Le général de Gaulle voulait absolument que soit maintenu un polygone d'essai ultra secret. Son vœu fut exaucé jusqu'en 78. Lors de ma permission, j'ai rencontré en Bretagne une charmante demoiselle. Cela fait plus de 60 ans que ça dure. De retour à Colomb-Béchard, en juillet 1957, je suis détaché à Allard, puis en mission avec un groupe du 11e régiment du génie saharien. De Béchard, direction l'Erchèche, pour l'ouverture d'une piste destinée aux techniciens de la recherche pétrolière. Reagan. Dans le courant de cette année 1958, nous avons vu arriver et s'installer sous les tentes 56, à proximité du Borge, des détachements précurseurs d'unités spécialisées qui allaient faire la réputation de Reagan. Nous n'étions pas au courant de rien de ce qui allait se passer. Quand les installations se sont avérées viables, toute l'équipe radio était transférée au Borge, au plateau. Amélioration des conditions de vie et cerise sur le gâteau, le 23 novembre 1958, un télégramme m'annonce la naissance de ma fille. Vous imaginez ma joie. Timimoun, séjour plutôt calme, superbe palmeraie et beaucoup d'eau pour quelques petites cultures. Il y avait, à 2 ou 3 kilomètres, une colline recouverte de sable. Il suffisait de déblayer une petite surface pour voir apparaître les fameuses roses des sables. Nous étions ravitaillés par Nord 2501 pour le frais conservé dans la neige carbonique. L'avion arrivait en général le vendredi et repartait souvent le dimanche après avoir fait une bonne provision de roses pour les amis, entre guillemets, et autres. De Timimoun, nous avons entendu le bruit de l'explosion de Reagan le 13 février 1960. Ma relève de Timimoun s'est faite en juillet 1960, direction Pontoise, à la 785e compagnie de transmission, appelée aussi compagnie de guerre électronique spécialisée dans les études de brouillage des fréquences radio. Après 2 années de présence, mutée en Allemagne, au 42e régiment de transmission spécialisé dans le même domaine. Pour finir, direction 53e bataillon de transmission à Fribourg-en-Brisgau jusqu'en février 1965. En février 1965, on m'annonce un 2e séjour au Sahara, au 621e groupe des armes spéciales d'Inamgel. Je retournais au Sahara. Je ne connaissais pas le Hogar, donc ça tombait plutôt bien. Inamgel, arrivé en février 65 jusqu'à la fermeture de la base le 17 décembre 1966. Ce séjour a été inoubliable. Région magnifique, ordinaire de premier ordre, une excellente équipe de copains. Des superbes balades dans les alentours, à Tamanrasset par exemple. C'était un peu le Club Med de l'armée. Ciné tous les soirs avec repérage de quelques satellites qui passaient au-dessus de nos têtes. Je n'ai assisté qu'au dernier tir. Plutôt impressionnant de voir cette montagne devenir blanche par la poussière soulevée. C'était l'essai numéro 13, Corona, du 16 février 1966. J'étais de service ce jour-là, voici ce que j'ai vu. Formidable. Quand on a vu la montagne là, devenir toute blanche, on s'est dit là, voilà, la bombe est sautée.
ainsi sur les murs de son ermitage la trace de la balle qui mit un terme à sa vie d'apôtre. Opération Janet. En novembre 1965, j'ai été détaché pour une mission de quelques jours à Janet. Il s'agissait de récupérer les restes d'émeraude, premier étage de la fusée Diamant A, qui a été lancée d'Amaguir le 26 novembre 1965. Le point de chute des débris était prévu aux abords de la petite ville de Janet. Le convoi se composait d'une douzaine de véhicules, surtout des GBO, et pour cette opération, il y avait également un DC-3, un Nord 2501 et un hélico Banane. On a installé le matériel radio et moi-même dans une petite tente. Le 26 novembre 1965, et compte tenu de l'absence de clair de lune, le tir a eu lieu à 21h. La fusée Diamant, hauteur 19 mètres, masse 18 tonnes 4, est définitivement parée pour le tir. Notez sur le premier étage la housse de protection qui volera en éclat au décollage. Les câbles électriques et la gaine rouge de ventilation des équipements, par lesquels l'engin reste contrôlé jusqu'au dernier instant. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Les prises ombilicales sont éjectées. La poussée s'établit progressivement. Et c'est le décollage. Les moyens du champ de tir le poursuivent fidèlement. Une flamme longue de 20 mètres. Au fur et à mesure qu'il brûle son carburant, l'engin s'allège et accélère de plus en plus. On approche de la fin de combustion. L'engin est déjà à 50 km. Le premier étage est largué et retombe dans le Sahara. Le deuxième étage est mis à feu. L'engin s'éloigne. Il va monter jusqu'à 500 km d'altitude où, à la verticale de la frontière algéro-tunisienne, le troisième étage sera mis à feu. Il communiquera au satellite en 45 secondes un supplément de vitesse qui lui permettra de dépasser la vitesse minimum absolue de 7500 mètres secondes nécessaire pour le placer sur orbite. Le satellite A1 est sur orbite. À 21h10, nous avons vu un objet de couleur orange se diriger sur le bivouac et en entrant dans les couches denses de l'atmosphère, s'est désintégré en illuminant comme en plein jour toute la région. Tout a été fait avec une précision étonnante. Il a fallu 2 jours pour retrouver quelques débris afin d'être envoyé pour une analyse à Amaguir. Cette fusée Diamant A a permis le lancement du premier satellite français Astérix. Nous étions le 26 novembre 1965.